L'idée, en fait, aujourd'hui, pour la présentation, il y avait plein de sujets enfin, auxquels je pensais, plein de sujets à aborder. Et je m'étais dit que ça tombait bien parce qu'en fait, aujourd'hui même, vient de sortir un petit bouquin que j'ai écrit pour une collection belge qui s'appelle Yapaka. Donc, je sais pas si vous connaissez, c'est des tout petits livres qui sont imprimés pas mal d'exemplaires qui sont en fait envoyés dans les institutions de soins, CMP, hôpitaux de jour ou autres, donc qui sont surtout des livres pour professionnels et surtout qui sont disponibles gratuitement en ligne en version PDF. Et, euh, et donc en fait là, il m'avait contacté il y a quelques mois maintenant pour parce qu'il voulait en fait un livre sur la question en fait de l'impact des écrans sur le développement du nourrisson et plus particulièrement sur un concept en fait qui est assez récent qui s'appelle la technoférence parentale. Et moi, j'avais trouvé le sujet assez passionnant. Et donc, du coup, j'ai écrit un petit truc dessus pendant l'été. Donc, le bouquin est sorti aujourd'hui. Et je m'étais dit que ça serait pas mal d'aborder ce concept ce soir dans le séminaire, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant, étant donné que c'est sur la place que vont occuper les écrans dans la relation parent-enfant, et notamment en fait la place des écrans et leur utilisation par les parents. Et en fait, c'est un truc qu'on remarque de plus en plus aujourd'hui dans nos cabinets, dans notre clinique de tous les jours. Et je trouvais le truc assez intéressant. Donc en fait, l'idée, c'est déjà, si globalement on doit revenir un petit peu sur une présentation générale, en fait, on va dire du contexte, on se rend compte aujourd'hui que les écrans vont occuper une place très importante dans la famille, ça c'est sûr, et dans tous les foyers finalement. Même d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les chiffres aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a en moyenne 6 écrans par foyer avec la télévision, l'ordinateur, les téléphones portables, les smartphones, les consoles de jeux et tout ça. Et en fait, le problème, c'est que, ça j'en avais déjà parlé à un moment, euh, on se rend compte que il y a assez peu de distinction qui va être faite quand on fait des chiffres, des statistiques, des études ou autres sur la différence qui existe entre les écrans interactifs et les écrans non interactifs. Un écran interactif, qu'est-ce que c'est? C'est un écran face auquel vous êtes actif. Ça veut dire c'est un écran où, lorsque vous interagissez avec l'écran, l'environnement numérique qui vous est proposé par l'écran va pouvoir se modifier en fonction de ce que vous lui demandez, par une souris, un toucher sur du tactile ou autre. L'écran non interactif, à l'inverse, c'est un écran face auquel vous êtes passif. Donc ça veut dire que vous recevez en fait une quantité d'informations qui vous est envoyée par l'écran, mais tout en restant en fait simplement spectateur, on va dire. Et là, aujourd'hui, moi, je vais beaucoup plus m'intéresser à la question des écrans nomades. Donc, les écrans nomades, c'est ces fameux écrans qu'on a dans la poche, qu'on a sur nous, et donc ça concerne surtout les téléphones portables, donc qui sont du coup des écrans interactifs. Alors, déjà, juste parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à la question de l'exposition des parents aux écrans face aux tout petits, mais commençons déjà un peu à parler de l'exposition des enfants rapidement, parce que c'est, on va dire, le sujet qui a été le plus traité actuellement par la recherche, en fait. Et on se rend compte, hein, finalement, quand on regarde un peu toutes les études, que il y a bien sûr eu une corrélation qui a été faite entre la surexposition aux écrans non interactifs avant 2 ans et diverses formes de retard psychomoteur. Donc, encore une fois, les études qui ont été faites sont déjà un point des études de corrélation et non de causalité. Ça veut dire que du coup, en fait, on ne dit pas que les écrans sont la cause du problème, mais qu'il y a quelque chose qui va avec. Et encore une fois aussi, les études actuelles sont surtout menées en fait sur les écrans non interactifs et donc du coup surtout sur la télévision. Il faut savoir que la télévision reste encore actuellement l'écran le plus consommé dans les foyers. Ça n'a toujours pas été détrôné par le téléphone portable, la tablette ou autre, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est toujours la télé qui est la plus présente.
dans les effets qu'on connaît bien, et donc je vais pas revenir trop dessus, mais la surexposition à la télévision avant 2 ans, on a remarqué qu'il y avait le ralentissement de l'acquisition du langage, l'altération des capacités d'attention et de concentration, une diminution des capacités d'autonomie, d'habileté sociale, et ce même sur le long terme. Ça, c'était Linda Pagani, une chercheuse canadienne, qui a montré en fait dans son étude longitudinale en fait que même après 10 ans, il y avait une réduction en fait de l'intérêt en classe et de l'habileté en mathématiques chez les jeunes en fait qui étaient surexposés depuis avant l'âge de 2 ans. Donc ça, c'est plein de trucs qu'on sait déjà. Ça fait déjà depuis 99 que l'Académie américaine de pédiatrie avait recommandé de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans non interactifs. C'est un discours qui n'a pas changé depuis plus de 20 ans maintenant. Et du coup, en fait, où on a commencé à axer toute la prévention sur la question de l'exposition aux écrans, en fait, là-dessus. Il y a eu une certaine théorie qui est apparue suite à tous ces différents résultats, c'est la fameuse théorie de la substitution. Donc peut-être que vous en avez entendu parler, c'est la théorie selon laquelle en fait plus les enfants passeraient du temps devant la télévision et moins ils en auraient pour des jeux créatifs, des activités interactives qui impliquent tout ce qui est motricité, cinq sens, etc. et pour toute autre expérience psychique ou cognitive, sociale importante et fondamentale. Aujourd'hui, donc cette théorie de la substitution, elle est extrêmement répandue, partagée, mais on commence de plus en plus à la remettre en cause, à la remettre en question, car on se rend compte finalement que, comme je disais tout à l'heure, on est sur des liens de corrélation et non de causalité sur les effets qu'on observe, et également en fait sur le fait qu'il y a pas mal d'enfants qui vont être très jeunes exposés aux écrans, mais qui vont quand même bénéficier d'activités variées et stimulantes avec leurs parents, alors que d'autres enfants qui sont jamais exposés aux écrans, eh ben, ne seront que très peu accompagnés et dans le jeu en fait avec leurs parents. Et finalement, on observe aussi ce genre de choses. Donc, c'est important aussi de voir, hein, et ça va être toute la question d'aujourd'hui, que derrière la question des écrans se cache surtout en fait finalement la question de la relation, tout simplement. Et d'ailleurs, en plus, quand on regarde les études actuelles, on se rend compte d'un truc intéressant, c'est que l'effet isolé que les écrans vont avoir sur le développement de l'enfant diminue si on prend également en compte le manque d'accès aux jouets, aux loisirs, aux équipements extérieurs et aussi le manque d'adultes qui sont physiquement et psychiquement disponibles dans la relation. Et ça, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, on se rend compte de plus en plus, là, notamment avec l'étude ELF qui est sortie il y a un an maintenant, donc qui est la plus grosse étude longitudinale française, où on a suivi une cohorte de je sais plus combien de milliers d'enfants pendant plus de 10 ans, que en fait, il y a souvent en fait un lien aussi avec le côté socio-économique, où les familles qui vont être dans des plus grandes difficultés socio-économiques vont avoir aussi plus de difficultés face justement à l'exposition aux écrans et aux activités qui peuvent être à côté, en fait, en dehors des écrans. Par rapport au... Là, on est surtout sur la télévision, dans ce que j'expliquais. Par rapport aux écrans interactifs, donc notamment tablettes, smartphones et tout ça, quand on regarde encore les études, on se rend compte d'une autre chose, hein, c'est que les adultes et les adolescents vont avoir en fait dans leur pratique finalement un impact aussi sur la pratique que le bébé va développer. Je prends un exemple, une étude qui est sortie, qui a été menée dans un Baby Lab français sur 450 bébés, a montré qu'il y avait 58% des 5-24 mois qui ont déjà utilisé en fait un écran interactif, donc avant leurs 2 ans. Et en fait, on se rend compte que la consommation des smartphones et tablettes par les bébés est en constante augmentation. Donc, par exemple, hein, 2 ans auparavant, avant cette étude, il y en avait que 33. Donc, on est passé de 33 à 58% en à peine 2 ans. Donc, on est quasiment au double en fait en 2 ans. Donc, ça, c'est important aussi de considérer que avec ces chiffres, on se dit qu'il est quand même clair que dire il faut absolument tenir les bébés éloignés des écrans interactifs. C'est assez peu réaliste parce que il y en a de plus en plus qui le font, il y en a de plus en plus qui sont dessus, c'est un fait. Et c'est compliqué, nous aussi, en tant que psychologue, d'avoir ce discours-là qui est un petit peu finalement à côté de la réalité des choses, quoi. Parce que bah oui, dans les foyers aujourd'hui, on a un environnement technologique qui est omniprésent, et il y a aussi les parents eux-mêmes et les grands frères et les grandes sœurs qui ont des difficultés eux-mêmes à éviter en fait l'usage de ces outils devant leurs enfants. Donc c'est quand même important pourtant de s'intéresser un peu à ce qu'on en voit, dans ce qu'on entend et de ce que disent les études, parce que on se rend compte que aujourd'hui
l'étude de l'impact des écrans interactifs sur le tout petit, elle est quand même difficile à effectuer, notamment parce que en fait souvent quand on parle de temps d'exposition aux écrans avant 2 ans, eh ben on parle d'un temps global. Qui réunit à la fois la télévision et les téléphones, et également aussi c'est des auto-questionnaires, donc forcément les résultats sont souvent assez faussés. Et il y a même des études qui montrent que l'utilisation d'un écran nomade de manière interactive par des petits, accompagnés par un adulte, hein, évidemment, pourrait même avoir des conséquences positives sur les apprentissages et sur les transferts d'apprentissage. Donc c'est aussi intéressant à entendre que il y a différents types d'études qui peuvent aller un peu dans tous les sens, et donc on peut pas avoir encore aujourd'hui d'avis bien fixe et de discours bien clairs officiels là-dessus, parce que en fait les données arrivent sans cesse et le discours évolue du coup de plus en plus. Je prends un exemple, hein, c'était une étude récente qui était sortie il y a 6 ans, n'avait relevé aucune conséquence négative de l'usage des tablettes sur les différentes étapes de développement des tout-petits. Il était même souligné que les enfants qui utilisaient tôt des écrans interactifs développaient plus rapidement des habiletés de motricité fine avec des objets réels. Donc, alors bien évidemment, ça c'était l'étude montrait que c'était quand les activités faites sur tablette ou smartphone étaient dans un usage accompagné par l'adulte et un contrôle de l'écran par le toucher, le balayage, et non un usage passif de l'écran en mode non interactif. Et ça, en fait, on peut comprendre un petit peu hein, pourquoi est-ce que il y a des choses assez intéressantes, quoi. Par exemple, le côté que le rapport que le bébé va avoir avec l'imitation. Parce que le fait, c'est que quand, comment dire, le bébé va pouvoir trouver en fait avec les écrans interactifs le fait que bah, autour de lui, les parents vont être souvent confrontés aussi à leur usage des écrans. Ça, c'est un exemple que je donne souvent. Il y a des parents qui me disent des fois, mais vous savez, moi, le bébé, il est sur la chaise haute et il est devant la table et il fait ça sur la table comme si c'était une tablette géante pour essayer de changer de table. Mais ça, du coup, on voit bien que c'est pas un schéma inné, c'est pas quelque chose que tous les bébés vont faire. Et généralement, ce qu'on explique aux parents, c'est que bah oui, mais si bébé il fait ça sur la table, c'est qu'il est souvent habitué à voir papa et maman qui font ça sur leur téléphone toute la journée, et donc en fait se met à l'imiter. Donc on remarque en fait que très souvent, les bébés vont avoir des habitudes liées à la consommation d'écran avant même d'avoir des écrans dans la main, parce que aussi le comportement que va avoir la famille autour va par l'imitation aussi faire qu'ils vont être intéressés et ils vont aussi bah, s'intéresser un peu à ces écrans qui intéressent tant papa et maman. Mais du coup, avec l'imitation, il y a des choses intéressantes, hein. Par exemple, on voit qu'il y a des applications qui existent et qui peuvent des fois solliciter l'enfant au niveau de ses capacités d'imitation. Par exemple, il y a des applications qui ont montré que on peut s'appuyer sur les expressions émotionnelles et que du coup, le tout petit peut reproduire des mimiques qui sont présentes sur un écran ou alors des modulations verbales. Mais encore une fois, tout ça va être intéressant à partir du moment où l'écran est une médiation dans la relation parent-enfant et que l'écran en fait n'est pas là pour couper la relation. J'explique tout simplement, mais c'est vrai que quand, imaginez, vous prenez une application toute bête là avec des bulles sur l'écran et quand on appuie sur la bulle, ça fait pouf. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand le bébé va être face à cet écran et avec le parent, il appuie lui-même sur l'écran, la bulle fait pouf, le bébé s'amuse, le bébé regarde son parent, le bébé voit le regard de son parent qui s'illumine parce que bébé rigole et bébé fait des choses. Et en fait, il y a quelque chose qui va se jouer là dans la relation parent-bébé qui va être très intéressante parce que justement, en fait, il y a une relation, il y a une interaction et l'écran, en fait, est là pour faire médiation. Il n'est pas du tout là pour couper, contrairement justement aux écrans non interactifs qui viennent couper finalement l'interaction. On a remarqué, par exemple, aussi que les, quand on fait un peu la revue de la littérature sur les différents sujets, on voit que l'âge du premier usage des écrans tactiles, donc de manière vraiment tactile, n'influe pas sur le développement du langage, donc ni en mal ni en bien. Donc, alors, ça veut dire que, bien sûr, utiliser les écrans ne va pas être tactile, ne va pas améliorer le développement du langage, mais en tout cas, les écrans tactiles, contrairement aux écrans non interactifs comme la télévision, ne vont pas forcément en fait non plus casser le développement du langage, contrairement à tout ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse là, dans le sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est cette fameuse question de la technoférence parentale. La technoférence parentale qui est en fait
un concept qui a été proposé par les anglo-saxons et notamment par un chercheur qui s'appelle Brandon T. McDaniel, donc un chercheur en psychologie qui s'est intéressé en fait à la question des interruptions régulières des échanges de contacts et de regards du fait d'un intérêt porté vers un outil technologique et plus particulièrement le téléphone portable. Alors, déjà, moi, en fait, quand je me suis intéressé à la technoférence parentale, ça m'avait fait penser à une petite histoire qu'une collègue m'avait rapportée. Elle me disait, voilà, elle est assise dans le métro, en face d'une maman et de son enfant. Le petit est installé dans la poussette, il a le visage tourné vers sa mère, et la mère, elle, a le visage tourné vers son téléphone portable. Donc, visage très fermé. Le bébé se met à hurler à plein poumon. La maman essaye alors de le calmer. Donc elle range son téléphone dans la poche, elle interagit avec lui, elle sort un petit doudou, elle fait quelque chose, elle bouge et elle le regarde, elle lui sourit, elle essaie de faire en sorte que ça aille mieux. Les cris s'arrêtent d'un coup. Elle joue un peu avec lui, elle fait des grimaces avec son fils. Une fois que tout s'est calmé, elle reprend son téléphone dans la poche, elle replonge son regard dans l'écran et alors l'enfant repart dans un concert de cris et de pleurs. Et ça, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Je pense que vous vous en rendez compte dans les salles d'attente, par exemple, très souvent, quand il y a des parents et des enfants, on se retrouve avec tout le monde sur son propre téléphone portable. Quand on va au restaurant, c'est pareil, on voit beaucoup de familles qui sont sur leur téléphone. Et finalement, on se rend compte que la place du téléphone va souvent, en fait, venir couper quelque chose de la relation. Et c'est ça, en fait, justement, qu'on va appeler cette technoférence parentale. C'est le fait qu'il y a des interruptions relationnelles qui vont avoir lieu lorsque le parent est sur son écran et que justement, en fait, à ce moment-là, il va y avoir une altération de tout ce qui est attention, réactivité auprès des enfants et aussi tout l'engagement finalement que le parent pourrait avoir avec son enfant va être coupé par ces moments de technoférence qui sont justement ces moments où le mobile nous attire plus que notre enfant, pour résumer très grossièrement, quoi. Au début, en fait, les premiers chercheurs qui ont opérationnalisé, on va dire, le niveau d'utilisation du smartphone par les parents au cours d'une interaction parent-enfant ont fait le constat que, par exemple, dans les situations de repas, les mamans qui étaient distraites par un appareil mobile communiquaient moins avec leurs enfants, que ce soit verbalement ou non verbalement, et que les enfants allaient recevoir moins de stimulation, on va dire, d'encouragement de la part de l'adulte pour pouvoir goûter de nouveaux aliments, et donc pour pouvoir découvrir un petit peu ce côté-là. Il y a eu d'ailleurs des sondages qui sont sortis après et qui ont montré hein, que sur 900 familles avec des enfants de 2 à 17 ans, il y a plus de 51% des parents qui déclaraient que l'utilisation du téléphone portable à l'heure du dîner permettait de se sentir un petit peu déconnecté de sa famille. Donc c'est intéressant quand même d'entendre ces choses-là. Pourtant, on le sait, hein, l'enfant, il a besoin de son développement, en fait, donc qu'il soit social, psychique, émotionnel, peu importe. En tout cas, il a besoin de la présence des parents pour l'accompagner dans sa découverte de l'environnement. Et en fait, malgré tout, on voit que la présence de l'écran nomade devient de plus en plus importante aujourd'hui. Et on a même 35% des parents qui avouent, qui reconnaissent utiliser fréquemment leur smartphone pendant les temps de jeu avec les enfants. Et ça, c'est intéressant parce que la majeure partie des études qui sont sorties sur la question de cette technoférence parentale sont des études qui sont sorties, qui ont été menées surtout dans les aires de jeu pour enfants. Parce que c'était plus facile de mener des études là-dedans, des études observationnelles, c'était plus facile de pouvoir voir un peu comment les choses se passaient. Et en plus, parce que ce sont des lieux très intéressants hein, pour le développement de l'enfant, parce que les aires de jeu, les parcs, les choses comme ça, ce sont des lieux qui favorisent les rencontres avec les pairs et qui peuvent accompagner le jeune dans la découverte de l'environnement social, dans la découverte du rapport à l'autre, la prise de parole, la patience, tout ça. Et les parents, en fait, vont occuper une place importante dans ces espaces-là, puisqu'en fait, ils vont accompagner l'enfant, ils vont finalement l'aider à découvrir un petit peu le monde, à découvrir l'autre, et tout en fait jouant sur cette place du côté public. Donc, ils vont avoir cette place un peu de je suis là, à côté, mais en même temps, je te laisse un peu de place, enfin, toutes ces choses qui vont se passer. Eh ben, quand on regarde en fait les études qui sortent actuellement, on se rend compte que très nombreux sont finalement les parents qui accompagnent leur enfant dans des activités récréatives en plein air, tout en étant eux-mêmes sur leur téléphone portable. Et souvent, c'est quand on les interroge, c'est pour éviter de s'ennuyer ou pour avoir l'impression de ne pas être productif. Il y a même 79% des adultes qui utiliseraient leur téléphone mobile pendant qu'ils surveillent les enfants qu'ils ont en charge. Donc c'est au moins une fois ou un tiers du temps.
Donc ça, c'est assez intéressant de voir que, en effet, la place des téléphones devient très importante dans cette relation et qu'elle occupe une place qui est de plus en plus présente. Et d'ailleurs, les parents, même en auto-questionnaire, sont capables de le remarquer eux-mêmes. Il y a eu d'autres études qui sont sorties, par exemple au niveau des repas dans les restaurants, où on se rendait compte que il y avait des parents qui utilisaient les repas pendant la totale, enfin les téléphones pendant la totalité du repas. Ce qui se voit aussi d'ailleurs aujourd'hui dans certains foyers, où personne ne parle en fait parce que tout le monde est obnubilé par son écran. Et ça, c'est intéressant hein, parce que très souvent, on entend des phrases disant oui, les ados sont tout le temps connectés à l'écran, les ados sont tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui de plus en plus que les adultes le sont tout autant, même quand ils sont en position de parents. Mm. Vous avez peut-être déjà entendu parler des études menées sur le still face. Donc le still face, c'est des études qui ont été vachement intéressantes, vous savez, où on demande à une maman d'interagir avec son bébé, donc de jouer avec lui, de s'amuser et tout ça. Le bébé s'amuse aussi, et d'un coup, en fait, on demande à la maman de couper son visage, de couper toute émotion en fait sur qu'elle peut montrer. Et en fait, à ce moment-là, on voit que le bébé va être tout angoissé. Il va essayer de réactiver un petit peu le visage de la mère. Et si la mère garde en fait sa position de still face, son visage sans rien, sans émotion, et ben ça va créer une grande détresse chez le nourrisson qui va alors se couper finalement de la relation là-dedans. Et ben il y a des études qui ont montré dernièrement que un parent sur son téléphone portable allait risquer en fait de faire la même chose qu'un parent en position de still face, parce que le problème c'est justement que quand on est sur son téléphone portable, on est dans un regard, on est dans un manque de regard, d'échange, dans un visage froid, sans émotion, et ce que l'enfant lui va vivre justement de cette manière-là. Et donc on voit finalement que ce qui est pourtant essentiel pour le développement du tout petit, et ça on le sait tous, la question du regard, de l'échange, du partage, et tout ça fait que lorsque le téléphone est présent dans la relation, il risque en fait de faire écran à la relation, et que le téléphone qui fait écran, ça fait qu'on se retrouve justement avec une relation coupée, et du coup des problématiques qui vont avoir lieu sur la relation parent-enfant, mais aussi sur le développement du tout petit. Quand on regarde un peu les chiffres, alors c'est pas des chiffres qui sont tout récents, mais on est quand même sur des 2017, donc c'est pas très loin. En 2017, on voyait que 50% des parents se laissaient distraire par leur smartphone dans les moments d'échange avec leurs enfants. 36% déclaraient regarder leur téléphone pendant la table. 28% déclaraient l'utiliser pendant dans les aires de jeu, justement. Et on voyait en fait que plus les temps avancent et plus ces chiffres augmentent, c'est comme je disais tout à l'heure. Et ça, en fait, c'est le truc aussi que je parlais tout à l'heure aussi avec la question de l'imitation. Comme vous le savez, si papa et maman sont très captivés par les écrans, et bébé va être aussi très captivé par les écrans. Déjà parce que le bébé a besoin d'exister à travers le regard de l'autre, on le sait ça, on pourra parler après de la question de la pulsion scopique, la question du fait d'exister aussi à travers justement celui qui nous voit, et le fait justement que le désir d'être vu arrive avant le désir d'être caché. Et on sait aussi que les bébés sont captés par tout ce qui est mouvement coloré. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça hein, que les écrans peuvent être si attrayants, parce qu'il y a des mouvements colorés là-dedans, et que vu que l'enfant cherche toujours ce qu'il y a de plus brillant, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus mouvementé chez l'autre, c'est souvent les yeux qui vont être regardés en premier chez l'adulte. Et si les yeux sont froids, si les yeux sont dirigés vers un seul et même écran, bébé va aller chercher justement derrière cet écran qui captive tant le parent, ces couleurs, ces mouvements qu'il cherchait pourtant avant dans les yeux là-dedans. Et ça, c'est vraiment important aussi d'entendre que l'objectif, c'est de faire attention aussi à ces choses-là, dans le cadre de la prévention et de l'accompagnement des parents aussi, parce que ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement. Une fois, j'ai eu une assistante maternelle qui m'avait raconté qu'un des bébés dont elle s'occupait, elle ne pouvait pas lui donner le biberon si la télé était éteinte. Parce que l'enfant hurlait à chaque fois. Il fallait que la télé soit allumée. Et en fait, elle s'est rendu compte que la maman donnait très souvent le sein à son bébé en regardant la télévision. Et du coup, en fait, voilà, le bébé, on sait très bien, hein, quand il est dans une période de nourrissage, il n'a pas juste besoin de lait dans la bouche, il a besoin des caresses, il a besoin du holding, il a besoin des échanges, il a besoin de regards, de tout ça. Et le problème, en fait, c'est que tout ça lui manquait, et donc, en fait, il dirigeait encore une fois son regard vers ce qui captivait tant la maman.
Et d'ailleurs, enfin, il y avait un outil qui était sorti il y a quelques années. Alors heureusement, ça a fait un flop total, mais il y avait des gens qui avaient créé un porte-smartphone pour biberon, pour que les parents puissent continuer à consulter leur smartphone pendant qu'ils donnaient le biberon à leurs enfants. Donc heureusement, ça a fait un flop, mais c'est quand même marrant de voir que ces choses, que certains aient pensé en fait à ce genre de choses. Et en fait, c'est important de voir que donc là, je vous ai juste citer les études un peu pour vous faire le, une sorte de revue de la littérature sur tout ce qui peut exister un peu sur ce sujet-là, mais c'est important d'entendre que en effet, il y a, il y a quelque chose qui va se jouer dans la question du téléphone portable, puisque le téléphone portable à ce moment-là va venir justement couper cette relation, va venir mettre un écran, encore une fois, et empêcher toute relation. Le truc, c'est que, encore une fois, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est, en tant que clinicien, je trouve, c'est de pas de s'arrêter là-dessus. Parce que si on s'arrête là-dessus, le risque, c'est que on se dise, bon, bah voilà, on sait qui est le gros méchant. Le gros méchant, c'est le téléphone portable. Suffit d'arrêter le téléphone portable, suffit de dire que c'est dangereux, et puis tout est bon, on est tranquille. Au contraire, moi, je me dis que ça serait quand même intéressant de se dire, mais quelle place vient occuper le téléphone chez le parent là-dedans, et qu'est-ce qu'on va bah, justement un peu pouvoir en faire. Et en fait, ça m'a fait penser au cas d'un patient, donc que je vais vous raconter là, du coup, que j'ai appelé Monsieur D, et qui est venu me voir, c'était il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, et on a fait une thérapie assez longue, là, qu'il a arrêté il y a 2, 3 mois. Et en fait, première séance, il me dit, je viens vous voir parce que je suis tout le temps accroché à mon portable. Et en fait, je fais rien d'autre sur mon temps libre. Et en fait, ce téléphone a une emprise sur moi. Je me demande si je suis pas addict au téléphone. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Donc là, il est arrivé comme ça avec cette demande. Je creuse un petit peu et j'apprends en fait que c'est sur les conseils de sa femme que Monsieur D est venu parce que selon elle, et lui était assez d'accord, sa vie de famille était impactée par le temps qu'il passait sur son smartphone en dehors du temps de travail. Je le questionne un peu, je lui demande quel est son rythme de vie et Monsieur D me raconte qu'il travaille dans une banque et que l'essentiel de son activité se passe en télétravail. Il passe donc un temps important chez lui, derrière l'ordinateur, donc derrière son écran, et son travail l'occupe pas mal, hein. Il a assez peu de temps pour profiter de son petit enfant de 2 ans et de sa femme. Et en plus, il me le dit, hein, il me dit, et pourtant j'adore mon fils, il est tout pour moi. J'aimerais beaucoup qu'on passe plus de temps ensemble. Par contre, c'est vrai que ma femme, elle aime pas trop que je reste seul avec lui, elle a pas confiance en moi, elle pense que je m'en occuperai mal, donc c'est un peu compliqué. Alors je m'intéresse à Monsieur D, je lui dis ah bon, et qu'est-ce qui se passe dans votre relation de couple? Comment ça se passe? Racontez-moi. Alors il m'explique, il me dit que bah, depuis que leur fils est né, le couple bat un peu de l'aile. On n'a plus de moments en amoureux, on n'a plus de relations sexuelles, il y a des tensions constantes dans le couple, ça se finit régulièrement en dispute. Bah du coup, vous comprenez que bah, quand j'ai fini de travailler, bah, je prends mon téléphone portable et je me change un peu les idées. Et donc, en fait, là, je demande un peu à Monsieur D, bon, bah, qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone portable? Donc, il me dit, bon, bah, je joue aux jeux vidéo, je fais aussi des investissements financiers, je me suis mis à la crypto-monnaie. Donc, en fait, vous savez, le cours de la crypto-monnaie, ça varie tellement que je passe toute la journée à regarder les cours pour savoir où placer, comment gagner de l'argent au mieux. Donc, en fait, par contre, je suis tout le temps connecté, ce qui fait que toute la journée, je reçois des notifications sans cesse, donc que je suis obligé de regarder, parce qu'en même temps, il faut que je sache si je dois retirer de l'argent au bon moment ou des choses comme ça. Et en fait, il me dit, ben bah voilà, du coup, je me retrouve même sur mon temps de travail ou sur mon temps libre avec tout le temps mon téléphone sur moi qui m'appelle pour que je le regarde. Et du coup, bah oui, c'est un peu compliqué pour les moments en fait où je suis avec mon enfant, où je suis avec ma femme, parce que bah en fait, dès qu'une notification arrive, il faut que je regarde pour être sûr. Au bout d'un moment, donc les séances passent, on échange, on discute. Il commence à aborder sa vie sociale. Donc, il m'explique que au moins une fois par semaine, il va voir ses amis. Il aime beaucoup ces moments de coupure. Il s'y sent bien, il s'y sent un peu libéré. Et il part aussi souvent avec sa femme et son fils chez ses parents, chez ses beaux-parents. Mais c'est moins épanouissant pour lui, comme il dit, parce que c'est souvent des sources de tension dans son couple. Alors, je lui demande du coup, est-ce que dans ces moments-là, vous avez
votre téléphone près de vous. Ouais, alors avec la belle famille et la famille, oui, tout le temps, hein, ça, je suis tout le temps au taquet. Par contre, c'est vrai que c'est assez marrant parce que quand je suis avec mes amis, je fais jamais attention au téléphone. Pourtant, il peut vibrer et tout, mais des fois même, je le laisse chez moi. Mais sinon, enfin, il est au fond de ma poche, je le regarde pas, j'échange avec mes amis. Et ça, en fait, c'est intéressant parce que on retrouve dans cette histoire un constat que pas mal de personnes ont vécu lors du premier confinement de mars 2020. Lorsque la pandémie nous a touchés par surprise et qu'on nous a dit d'un coup, allez, vous allez vous enfermer chez vous. En fait, on a remarqué hein, qu'il y a eu une explosion de la consommation d'écran, c'est ce qu'a dit au Conseil de santé publique, le HCSP. Et en fait, on s'est rendu compte hein, que cette augmentation, elle était liée à plusieurs choses. D'abord, il y avait l'augmentation du télétravail, donc qui a fait que, bah oui, forcément, les gens passaient plus de temps sur les écrans parce qu'on leur imposait ça. Il y a aussi le fait que les écrans étaient utilisés pour garder le contact avec l'extérieur. Donc, dans le sens où, bah oui, on faisait des apéros Zoom, on faisait des rencontres ou autres. En tout cas, on essayait de communiquer avec l'extérieur, avec ceux pour qui on s'inquiétait, ceux qui nous manquaient ou des choses comme ça. Mais les écrans n'ont pas servi qu'à ça parce qu'ils ont servi aussi à couper la relation avec les personnes qui étaient confinées avec nous. On s'est quand même rendu compte avec le confinement que c'était quand même pas facile pour les ados de passer un temps aussi important confiné avec ses parents sans sortir voir les autres. Mais on s'est aussi rendu compte que c'était pas facile pour les parents de passer tout ce temps aussi confiné avec leurs ados. Il y a eu beaucoup de parents qui se sont plaints hein, du fait que les écoles avaient fermé, les crèches avaient fermé ou des choses comme ça. Et en fait, on se rendait compte que avec toute la fatigue qui était finalement accumulée avec cette relation un peu trop de proximité, que les écrans pouvaient servir aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes à donc nouer du lien avec l'extérieur, mais aussi à couper un petit peu de cette relation de trop grande proximité qu'on avait avec l'intérieur du foyer. Donc, bien sûr, il y a pas que ça comme raison, mais en tout cas, c'est intéressant quand on pense à Monsieur D. Et donc, du coup, à ce moment-là, je lui pose la question à mon patient. Je lui dis, est-ce que vous pensez pas que le temps que vous passez devant votre téléphone relève plus en fait d'une difficulté que vous avez à interagir avec votre femme ou à jouer avec votre enfant devant elle, plutôt qu'à une relation d'emprise qu'à ce simple objet technologique en fait sur vous. Et à ce moment-là, en fait, il réfléchit et il se rend compte que, bah oui, peut-être que toute cette question qu'il mettait sur le téléphone portable était à regarder d'une autre manière. Plutôt qu'en fait de chercher à corriger sa volonté d'aller tout le temps sur le téléphone, fallait peut-être en fait qu'il se pose la question sur pourquoi est-ce que je vais chercher un refuge en fait sur le téléphone. Et là, c'était intéressant parce que du coup, les séances ont ensuite vachement évolué. On a enfin pu commencer à parler et à le réfléchir et à travailler sur le rapport que monsieur avait avec madame, sur sa place en tant que père, sur comment se positionner, comment essayer de se faire entendre, comment essayer de d'aller en vacances avec son fils chez ses parents sans que sa femme soit présente, sur avoir des temps en fait père-fils ou des choses comme ça. Et en fait, c'était marrant parce que après, le téléphone n'avait plus jamais été discuté en séance. Et alors que pourtant, avant, en plus, c'était très drôle parce que il était souvent présent dans la main ou dans la poche ou autre. Et là, en fait, je ne le voyais plus. Et c'est vrai qu'à un moment, ça m'est presque, je sais plus, je lui avais posé la question au bout d'un moment. Et ce téléphone alors, et en fait, très vite, il m'a dit, bah non, en fait, c'est bon. Enfin, maintenant, j'arrive à comprendre aussi qu'est-ce que ça venait jouer. Et alors oui, je continue à faire de l'investissement ou autre, mais c'est beaucoup plus facile pour moi aussi de pouvoir m'arrêter parce que, bah oui, en effet, j'avais cherché en fait à me réfugier un peu là-dedans. On voit en fait ici un truc intéressant, c'est que cette technoférence dont je parlais tout à l'heure, elle est importante à prendre en compte parce que, en effet, les études montrent que quand elle est là, quand il y a de la technoférence, ça va avoir un impact sur le développement du petit, quand il y a coupure du regard. Mais en tout cas, on se rend bien compte que elle vient révéler quelque chose. Elle vient révéler qu'il y a une problématique derrière. Et c'est cette problématique qui est intéressante parce que, en effet, on va travailler sur qu'est-ce qui fait que le parent est tant dans la coupure de la relation. Ça, c'est un truc que j'expliquais une fois. J'étais en débat avec quelqu'un de très anti-écran qui avait créé un collectif qui se battait beaucoup sur la question des écrans et tout ça et qui me disait mais oui mais rendez-vous compte il y a des études qui sortent aujourd'hui qui montrent que si on laisse un bébé 7 heures par jour devant la télé ça va modifier le cortex préfrontal ou des choses comme ça. Mais je lui dis mais vous vous rendez quand même compte que pour qu'un enfant un parent laisse un bébé de moins de 2 ans 7 heures par jour devant les écrans, il doit y avoir quand même un problème dans la relation parent-enfant. Et que là, la question qui va se poser, c'est justement, est-ce que s'il n'y avait pas la télé, les parents ne le laisseraient pas 7 heures par jour devant un mur blanc, parce que les choses ne seraient pas forcément mieux, quoi. Et ça m'avait fait penser
à une autre patiente à moi que j'ai appelée Madame B. Et Madame B, que elle, je suis depuis plusieurs années maintenant. Et que je continue à suivre d'ailleurs, et qui à la base ne me parlait pas du tout du téléphone portable. Donc on a fait, donc c'est une très longue thérapie. C'est une maman qui a deux enfants autistes avec gros troubles du comportement. Donc à la base, je la suivais surtout pour l'aider un petit peu face aux difficultés comportementales de ses enfants. Et ensuite, elle a passé une très grande période difficile avec son mari, un divorce et tout ça. Donc, il y a eu tout un travail là-dessus. Là, on est en train d'avancer sur une sorte de reconstruction un peu qu'elle est en train de faire de sa vie. Mais un jour, quand même, elle s'est mise en fait à me parler de son téléphone portable. Et ça, c'était intéressant parce que c'est sorti d'un coup, au bout d'un moment. Donc, pour rappel, hein, on est femme de 42 ans, divorcée, mère de deux enfants handicapés, avec un rapport compliqué, hein, parce que voilà, les gamins sont vraiment difficiles et le père est très peu présent. Il est quasiment jamais là en fait, et donc en fait la maman s'occupe toute seule de tout ce qui est formalité administrative et clairement. C'est une maman qui aussi, en plus de d'avoir bon du symptôme et autres, a aussi pas de chance parce que il y a eu des moments où le dossier avait été perdu par la MDPH ou des choses comme ça. Donc elle était vraiment dans une sorte de débordement en fait administratif ou autre. Et à un moment, elle me dit ça, elle me dit j'adore mes enfants, mais j'ai quand même l'impression que j'ai plus de temps pour moi en fait quoi. J'ai pas de télévision chez moi, mais bah du coup j'ai mon téléphone et avec mon téléphone je fais pas grand-chose. Hein. Je télécharge des livres, des BD, je regarde des vidéos. Enfin en tout cas peu importe. Au moins quand je suis dessus, je me sens un peu isolé quoi. Et alors là en fait, elle se met à parler très sérieusement et à me dire ouais c'est quelque chose de très difficile pour moi d'ailleurs parce que je m'en veux beaucoup parce que je n'arrive pas à jouer avec mes enfants. Alors ça sort d'un coup comme ça. Et je lui demande de m'expliquer un petit peu et elle me dit bah voilà, les enfants, ils sont là avec leurs jouets, ils peuvent m'appeler, mais moi j'y arrive pas. Je me mets un petit peu avec eux, mais très vite je me retrouve avec mon téléphone devant moi et les enfants qui bah, jouent tout seuls dans leur coin. Et en fait, elle m'explique, elle me dit, voilà, moi je fais les sorties, je fais les accompagnements scolaires, je les emmène partout chez les psys, les psychomotes, les orthos, je fais les tâches ménagères, je fais les courses. Et en fait, j'ai l'impression que le temps de jeu que me proposent les enfants, c'est un travail en plus et que je trouve pas en fait finalement de temps pour moi, quoi. Et donc en fait, elle parlait de ce smartphone comme ce refuge en fait qui lui permettait de couper la relation avec ses tout petits. Et en fait, elle a commencé à culpabiliser, elle est en larmes et elle m'explique, mais je sais pourtant qu'il faut qu'on joue avec ses enfants, je sais qu'il faut qu'ils aient du temps partagé avec leurs parents, et ils m'appellent pour que je joue avec eux, je reste 5 minutes, mais je peux pas, le téléphone est tout le temps là, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que on se rend compte que les... Lorsqu'on parle de technoférence parentale, bah, les études ont montré aussi que lorsqu'il y a des troubles comportementaux chez un enfant, ben, ça va être un facteur prédictif d'une plus grande technoférence parentale. Et donc, en fait, ce qui risque de faire un cercle vicieux, hein, vous imaginez bien, parce qu'en fait, plus les enfants vont avoir des troubles importants, plus les parents risquent de se réfugier dans leur téléphone portable, et en fait, bah, moins il y aura de relations, et donc plus les troubles comportementaux vont s'exacerber. Donc ça, c'est des choses qu'on voit là-dedans aussi. Et en fait, là, Madame B m'expliquait justement que, enfin, de ce qu'elle m'apportait, on voyait bien que ce qui était compliqué, c'est que pour elle, il y avait totalement la possibilité de faire tout ce qui était de l'ordre du boulot de maman, hein, donc la gestion administrative ou autre, mais dès qu'on passait sur du du jeu, de l'amusement ou des choses du câlin ou autre, ça devenait trop compliqué pour elle parce que ça la remettait en fait face à sa solitude et du coup en fait le téléphone venait justement couper ça parce que au moins là elle se pensait que elle-même et les enfants n'avaient plus à enfin ne n'étaient plus en fait dans son champ de vision quoi, dans son regard. Donc ça a été intéressant parce que le simple fait qu'on puisse en parler, qu'on puisse aborder ça, ça a permis petit à petit à cette dame de pouvoir
comprendre que ça pouvait être intéressant aussi de demander de l'aide, de demander par exemple à sa sœur de venir des fois s'occuper avec elle des petits, de pouvoir aussi demander à être accompagné par des assistantes sociales pour pas se taper les charges administratives toute seule, de pouvoir se faire accompagner par certains pour des sorties et de pouvoir petit à petit s'autoriser à jouer avec les enfants et à comprendre en fait que il y avait des moments qui pouvaient être des moments à elle, mais qu'il fallait pour ça en fait qu'elle trouve un moyen de les mettre et qui n'était pas juste le moment où les enfants avaient envie de jouer quoi. Et donc, par exemple, elle s'est autorisée à demander à sa maman que les enfants puissent aller en vacances chez elle, par exemple, enfin chez la grand-mère, du coup, pour qu'elle elle puisse avoir 4-5 jours à elle où elle peut se permettre de s'ouvrir un petit peu. Elle a commencé aussi à négocier avec le papa que le papa s'occupe au moins des gamins un soir par semaine pour qu'elle s'inscrive à un cours de danse ou des choses comme ça. Et en fait, finalement, on voit que très vite, à ce moment-là, où il y a eu tout ce travail qui a été effectué à la fois sur elle en tant que sujet qui a envie aussi de s'entendre et le fait de ne pas seulement rester en place de maman administrative, là le smartphone n'avait plus lieu d'être et donc ne prenait plus la place en fait dans la relation avec les petits. Et ça c'est intéressant en fait de voir que en effet le smartphone va pouvoir jouer cette place, ce que j'essayais de décrire depuis tout à l'heure, qui est en fait la place de l'outil qui va venir finalement couper court à la relation, mettre un frein, essayer de nous éloigner le plus possible de quelque chose qui nous angoisse en fait finalement dans la relation entre le parent et l'enfant. Et ce qui est assez marrant, dans le sens où, à l'inverse, on se rend compte qu'avec les adolescents, finalement c'est presque l'inverse qui va se passer dans le sens où bah ce qu'on se rend compte avec les ados aujourd'hui et avec les parents d'ados surtout, c'est que ça a toujours été difficile pour des parents d'avoir des ados qui grandissent, de se rendre compte que ils reconnaissent pas leurs petits, que les jeunes vont aussi retrouver derrière ces écrans eux-mêmes un moyen de couper en fait court aussi pour aller rejoindre un peu leurs copains à eux en ligne, pour aller faire plein de choses différentes et pour aller un petit peu s'évader. Et sauf que on se rend compte très souvent que les personnes qui passent le plus de coups de téléphone aux ados quand les ados sont en cours, ce sont les parents qui demandent où ils sont. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de parents qui installent des contrôles parentaux avec des puces, enfin des GPS qui permettent de savoir à n'importe quel moment où se situe leur ado. On se rend compte que il y a beaucoup de parents qui cherchent toujours à en fait passer des coups de téléphone, vérifier où est le jeune et tout ça. Et en fait, finalement, c'était ce qui était même assez marrant, c'est qu'il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans qui montrait que au début, les enfants, quand ils demandent pour la première fois leur téléphone portable, la première raison qu'ils annoncent, c'est de pouvoir justement être contactés par leurs parents. Après, justement, quand ils grandissent, c'est un petit peu autre chose. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le parent de l'ado va justement aussi se servir du téléphone portable pour venir chercher à jouer sur le lien en fait avec l'ado, là où le parent de petit enfant ou d'enfant ou de nourrisson va finalement chercher à utiliser le téléphone portable pour interagir avec leurs amis, aller sur Internet ou autre, et surtout pour couper finalement court à la relation. Avec les ados, ça va être l'inverse finalement, ça va être la question de utiliser le téléphone pour conserver du lien ou en recréer ou essayer en tout cas de maintenir un regard en fait sur le jeune. Et donc on se rend bien compte que, encore une fois, l'outil importe certes, mais c'est bien l'usage qu'on en fait qui est à penser plus que l'outil en lui-même. Et finalement, tout ça se joue dans une place de qui est-ce qu'on regarde, quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que, par exemple, quand on décide de couper court en fait avec une relation, c'est vraiment l'objet en lui-même qu'on regarde? Est-ce que c'est vraiment l'écran? Si l'écran était éteint, est-ce qu'il nous attirerait tant? Est-ce que c'est pas finalement justement le fait d'avoir un ailleurs, un refuge qui nous permet de couper la relation? Est-ce que avec les ados, c'est pas un petit peu la même chose aussi, le fait de justement chercher à regarder son enfant plutôt que le, le téléphone en lui-même. Et donc, finalement, quand on parle de technoférence, on parle de bien d'autres choses que ce que les chercheurs ont pu en dire au début quand ils l'ont théorisé.
parce que il n'y a pas que le fait de, encore une fois, avoir un impact sur le développement du petit parce qu'on est sur le téléphone, mais il y a bien le qu'est-ce qui va se jouer finalement aujourd'hui dans la relation. Et je pense que ce qui est important, quand je vous parlais au tout début des impacts sur le développement que pouvaient avoir les écrans, on se rend bien compte d'une chose, c'est que, encore une fois, l'usage compte. Ça veut dire que si on décide de se servir d'un écran en tant que médiation, outil de médiation pour faire du lien, vous savez, un peu comme cette application avec les bulles dont je parlais au début, eh ben, ça ne va pas être du tout la même chose que si on se sert de l'écran pour couper. Souvent, on conseille par exemple aux familles de ne pas, ne pas, ne pas utiliser les écrans pendant le repas. Pourquoi? Parce que en fait, le moment du repas, c'est généralement le moment où toute la famille est réunie et peut échanger. Et c'est le moment en fait où tout le monde peut enfin discuter, se retrouver et créer en fait du lien. Si la télévision est la seule est allumée et est la seule à parler pendant le repas, bah, ça fait qu'on est encore sur une famille qui n'a pas véritablement de relation là-dedans et d'échange. Mais sauf que par contre, quand on dit éviter la télé pendant les repas, c'est pas du tout la même chose que quand la famille décide de tous les samedis sortir la pizza, le plateau télé et de se caler devant un film qu'on a choisi ensemble, devant une émission télé qui nous plaît et qu'en fait là un échange se passe. On voit bien en fait que finalement, encore une fois, bien plus que le numérique ou l'écran en général, ce qui va questionner, c'est quelle place il a dans le relationnel. Comment on s'en sert? Qu'est-ce qu'on en fait? Dans le relationnel, par exemple, bah oui, est-ce que j'essaie de fuir quelque chose? Est-ce que j'essaie au contraire de créer du lien? Et en fait, finalement, c'est peut-être ça les choses qu'il faut penser aujourd'hui, c'est toujours chercher à questionner ce qui vient se jouer à travers l'usage de l'écran et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Et en fait, l'objectif de ce concept, moi, que je trouve intéressant, c'est de pouvoir en parler au plus grand nombre. Parce que c'est un peu notre place à nous, en tant que professionnels du soin, mais également les professionnels pédagogiques, on va dire, les enseignants, et également les professionnels qui bossent en crèche ou autres, de pouvoir, en fait, en parler aux parents. Parce que il y a beaucoup de parents, en fait, qui se rendent pas compte du temps qu'ils passent devant les écrans et de cette coupure de la relation, parce que des fois, le refuge est plus fort qu'autre chose, quoi. Et c'est important en fait pour le développement des petits et pour la mise en place en fait d'une bonne dynamique familiale et de bons échanges que bah ce genre de campagne de prévention puisse se mettre en place. Et c'est le rôle pour moi en fait des professionnels de santé, de l'éducation ou autres qui gravitent autour des familles de pouvoir faire ça. Il y a des campagnes d'affichage qui commencent à arriver, qui sont assez intéressantes, qui vont beaucoup plus jouer justement sur la question des échanges. Les Allemands avaient mis en place une campagne justement sur le risque de la surexposition aux écrans, qui disait combien de fois avez-vous vu votre enfant dans les yeux aujourd'hui? Ça, c'est intéressant, parce que c'est justement, plutôt que de parler des effets négatifs, on parle du côté important en fait de la relation. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment de chercher à avoir le discours le plus simple possible, mais surtout qui cherche en fait à rappeler l'importance du lien, du langage, de l'échange, du regard. Tout ça pour en fait justement faire en sorte que ça soit entendu par le plus grand nombre et que on puisse en fait accompagner justement les parents dans le fait de se dire que s'il y a un usage trop compliqué, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière et que ce quelque chose doit être travaillé pour éviter que ça se cristallise, que ça s'enquiste et que ça devienne pire. Et voilà, je pense en tout cas que il y a pas mal de boulot à faire là-dedans et qu'il faut toujours se dire que lorsque dans une salle d'attente, par exemple, on a des parents et leurs jeunes qui sont chacun devant leurs écrans, peut-être que ça peut déjà nous dire quelque chose en fait sur la difficulté des fois qu'on peut avoir à être ensemble. Et c'est peut-être ça finalement, et de ne pas dire aux gens bah arrêtez vos écrans, lâchez-les ou rangez-les, mais plutôt trouvons un moyen d'en faire quelque chose, essayons d'en faire quelque chose de partagé et essayons de comprendre en fait qu'est-ce que l'écran vient jouer un petit peu là-dedans.